bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MTG en joue. Donc je me présente, Lioren. Bienvenue du coup pour cette nouvelle deck tech. On va parler ici d'un deck un peu encore atypique, original, comme j'avais pu faire déjà avec Kemba. On va parler de Kanigu, alias Dogmeat en anglais. Donc une decklist, on s'éloigne un peu du mono blanc, on revient sur des tricolores. On va parler d'une decklist Naya. Naya qui sont un peu mes couleurs de cœur. Pour le coup. Pour vous expliquer, moi j'avais commencé donc avec Naya, tout début du compétitif avec Naya. Je jouais à l'époque Rin Series. Hop, ici on peut voir. Donc déjà un chien et un chat. Vous voyez, je ne joue que des chiens et des chats en vrai. Non, c'est pas vraiment ça, mais c'était un peu mon premier deck compétitif. Donc si on regarde le détail, donc cette carte c'était une carte assez moyenne qui jouait en fait de base avec des synergies chien et chat. En mode si on joue un chien, on fait un token chat. Si on joue un chat, on fait un token chien. L'idée c'était quand même des stats assez solides hein, pour l'époque, 4-4 en drop 4. Il faut savoir qu'il n'y avait pas encore Minsk, Beloved Ranger et Marat au moment où j'ai commencé à jouer le pack en compétitif. Donc dans l'an 2019 à peu près, 2019-2020 je crois, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Elle est sortie, hop, je crois qu'elle est sortie en 2020 la carte. Ouais, bon là c'est une illustration de 2023, ça va pas nous aider. Mais de mémoire, je crois que la carte est sortie en 2019 ou 2020. Du coup, voilà. Et l'idée, en fait, pourquoi jouer cette carte-là en commandant, c'est qu'on jouait Naya avec globalement les meilleurs combos, les meilleures bêtes de Naya à l'époque. Et avec une combo avec le commandant qui était basée sur Earthcraft, donc qui permet de détaper des landes de base et également un chat que j'ai pu jouer déjà dans la decklist de Kemba qui est le White Man Lion qui permet de retourner des cartes de créatures dans sa main. Et le White Man Lion il peut se retourner lui-même et vu que c'est un chat, il nous permettait en fait de faire un chien. Ce qui fait qu'avec Earthcraft, vous voyez où je veux en venir, on pouvait en réponse à la capacité de White Man, l'engager pour détaper un land, engager le chien pour détaper un land, récupérer White Man et jouer White Man en bloc comme ça en générant des chiens. Ce qui nous permettait de générer plein de chiens et de tuer avec la capacité de Rinnesserie dans l'idée, qui met autant de dégâts à n'importe quelle cible qu'on a de chiens. Voilà, donc un deck un peu, voilà, c'était un peu mon premier deck un peu compétitif combo Naya, voilà, avec une carte qui était assez moyenne mais qui avait quand même les stats de pouvoir résister à Bolt et où le combo était assez inattendu, donc assez sympathique pour le coup. Et après, j'ai pas fait forcément voilà, des grosses compétitions avec, c'était vraiment mon deck de l'époque, je commençais le DC. Et après, je suis vite passé sur Minsk Beloved Ranger, où là, j'ai commencé à faire un peu plus de résultats, qui est vraiment la base de Naya Combo. Avec, donc pour ceux qui ne se connaissent pas, Minsk Beloved Ranger, c'est alors c'est avant le Planeswalker Minsk and Boo. Je vais essayer de vous le retrouver aussi. Hop. Tac. Minsk Beloved Ranger, voilà, on va essayer de regarder les détails. Donc en gros, il fait un 1-1 hamster, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est sa capacité à X, où on peut mettre une créature en force XX. Et en fait, les combos de base de Minsk Beloved Ranger, c'est qu'on va utiliser le X à 0 pour tuer tout ce qui va être Arena Rector ou Academy Rector et toutes les autres bêtes qu'on va faire, et on va faire des combos de réanimation comme ça qui vont nous amener à tuer avec le combo classique de Naya qui est Kiki Jiki dans un untap target permanent, qui doit être Felidar ou qui était Felidar à l'époque. Et du coup on fait des Felidar à l'infini et on peut tuer comme ça sur Minsk. Donc un combo, vraiment que un deck combo créatureux, un deck vraiment très solide pour le coup en termes de combo Minsk Beloved Ranger. Mais justement j'ai un peu arrêté ce deck là parce qu'il y avait ce côté où le combo était devenu limite trop présent, trop important. Le deck était trop stable en combo et du coup, à part jouer combo, la decklist avait pas trop de sens. Et ce côté jouer full combo, c'était pas quelque chose qui moi m'intéressait en duel commander. Ça me lassait un peu. Et il y a ce côté où les combos créatureux, c'est très fort contre certains decks et ça peut être complètement, très facile à anticiper pour d'autres joueurs et notamment contre d'autres archétypes type contrôle, etc. Donc le deck avait de très bons match-up comme des plus mauvais et du coup moi ça m'a un peu mis de côté sur le deck Naya. Et après il y a eu le déban de Marat, mais pour le coup Marat ça a jamais été une carte qui m'a beaucoup intéressé. J'ai pas joué avant, enfin quand je jouais au Duel Commander, Marat était déjà ban, les synergies compteurs ça a jamais été trop mon truc.
Et voilà, j'ai préféré à l'époque jouer Minsk que Marat. J'ai essayé un peu Marat, mais ça a jamais été une liste qui m'a trop botté. Voilà, malgré que Marat, ça reste une carte qui est globalement très bonne, hein, très solide, qui en plus quand elle se rejoue devient de plus en plus grosse. Mais c'était globalement pas ma cam. Et du coup là j'ai voulu retester un peu cette créature, donc retrouver un peu un commandant Naya qui me permettrait de rejouer vraiment quelque chose d'assez mid-range. Et du coup, je suis parti sur Kanigu Dogmeat, donc qui est un chien. Donc ça tombe bien parce qu'en ce moment, le duel commander, il y a pas mal de chiens, entre Yoshimaru, entre Felia, d'ailleurs Felia qui est mono blanc, qui a perfait récemment. Hein. Si vous voulez essayer un deck mono blanc en ce moment, je vous conseillerais bien d'aller du côté de Felia, parce que c'est vraiment un deck pour le coup qui est assez intéressant, qui est une très bonne carte Felia en soi, d'ailleurs on va le voir, elle est dans la decklist. Donc pour revenir sur Dogmeat, 3-3, chien Naya, il a un effet simple, c'est quand il entre sur le champ de bataille, on meule 5 cartes et on va pouvoir récupérer un enchantement ou un aura de notre cimetière dans notre main. Attention, effet intéressant de la carte, ça ne précise pas que l'enchantement ou l'aura, ou l'équipement doit être dans les 5 cartes qu'on meule. Ça veut juste dire qu'on peut récupérer depuis notre cimetière une carte d'aura ou d'équipement. Autre effet intéressant de la carte, et qui est un peu inexplicite mais qui est super, hein, qui joue beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a résolu la capacité, on ne cible pas d'aura ou d'équipement, on récupère juste un aura ou un équipement, ce qui veut dire qu'une fois que la capacité est résolue, notre adversaire ne peut pas répondre avec un Gravate sur ce qu'on va récupérer en termes d'équipement ou d'aura. Il faut qu'il fasse avant, ou alors il le fera après, mais on aura potentiellement récupéré déjà notre aura ou équipement. Donc ça c'est la première ligne de texte de Kanigu, donc pour 3-3 qui reste des stats correctes, forcément sensible à des bolts et à tout ce qui est anti-bête rouge, mais on a une carte qui est là, qui se remplace, qui va faire sa value, de toute façon dans tous les cas c'est le but, et voilà, et qui en plus tourne autour un peu de la Gravate sur sa value. C'est de la value qui fait de la pioche, mais qui est presque mieux de la pioche parce qu'on va forcément se retrouver avec une carte active. Alors, à voir, forcément, c'est des cartes actives qui sont très sélectives, c'est des auras ou des équipements, mais on va voir que on est capable de s'adapter et qu'on répond maintenant pas mal à pas mal de situations. Et l'autre capacité qu'on va avoir sur Dogmeat, c'est que quand on va attaquer avec une créature qui est enchantée ou qui a un équipement sur elle, on va pouvoir créer un junk token. Et le junk token, c'est quoi? C'est juste encore de la value. C'est un artefact qu'on peut sacrifier. On exile le dessus de notre bibliothèque et on peut jouer la carte jusqu'à la fin du tour. Donc vraiment une carte qui est là pour générer beaucoup de value. C'était le but, hein, de toute façon, quand j'ai vu la carte et quand j'ai monté le deck, c'était d'être un peu en mode de toute façon j'ai pas forcément un deck ultra agressif, mais je vais générer de la value et je vais tout le temps continuer de te mettre la pression. Donc voilà. Pour l'historique du deck, j'ai fait pas mal de tournois un peu FNM avec, ça s'est toujours plutôt bien passé, le deck a fait des bons résultats, ça marchait plutôt bien, j'étais plutôt content. J'ai après fait deux plus gros tournois où là c'était plutôt mitigé, et notamment le ressenti que j'ai eu du pack, c'est que il y avait deux ressentis, c'est qu'au final j'utilisais un peu trop peu le cimetière des fois, et on va voir que des fois on touche pas toujours les auras ou les équipements. C'est un peu moins vrai maintenant, mais du coup si on touche pas les auras ou les équipements, il faut qu'on ait quelque chose à faire du cimetière, sinon on a joué juste une 3-3 pour 3 dans beaucoup de configurations. Et le deck était un petit peu trop fair, et ça c'est notamment de la manière dont je l'avais tourné avant, parce que on faisait beaucoup de value, ça c'est vrai, mais la value ça remporte pas non plus sur la tempo des fois. Et typiquement le duel commander actuellement c'est quand même quelque chose de très réactif, on a beaucoup de spells gratuits, solitude, furie et j'en passe, et il y a un moment où même si on a des cartes en main, si on est trop derrière en board, rien qu'avec les trucs, rien qu'avec les créatures qui ont l'initiative ou quoi, on n'arrive pas à s'en sortir. Et du coup c'était presque un deck un peu trop fair pour le format, il n'y avait pas de... ça faisait beaucoup de value, mais ça faisait rien de cassé ou de broken comme on peut l'avoir sur d'autres decks midrange. Par exemple, si je pense à Fonchpi et Squee, qui est capable lui de réanimer des furies en boucle ou des choses comme ça. Voilà, ce côté fair, au final, dans la version que je vais vous présenter là, on l'a un peu comment dire,
on me l'a un peu moins. D'une part parce qu'en fait, j'ai beaucoup joué dans jusqu'à présent la version plutôt en mode blanc-vert avec un splash rouge. Et au final, je suis revenu suite aux ajouts des Mage 3, parce que c'est aussi pour ça que je vous présente la decklist. C'est parce que j'estime que la decklist maintenant, elle a une vraie plus-value avec MH3. On va le voir directement après sur les cartes des MH3 qui sont rentrées. Et du coup, la decklist est devenue plutôt blanc-rouge, parce que blanc-rouge sont des couleurs assez solides en ce moment. On peut le voir, hein, rien qu'avec Yoshi, Boros ou autre. Donc plutôt sur un axe blanc-rouge avec un splash vert. Et ça va avoir son importance parce que ça va nous permettre de re-rentrer des cartes qu'on jouait pas avant, qui étaient type Fury, Pyrokinésie, qui sont des cartes qui justement vont nous permettre de très très bien reprendre la tempo. Et on va surtout avoir des cartes qui vont plus jouer avec le cimetière que ce qu'on avait avant. Donc ça va être nos deux axes qui vont être meilleurs par rapport à la version que je jouais à l'époque en Célestia. Et on va le voir après pourquoi. Et pourquoi, vous me direz, faire forcément un splash d'une couleur? Ça va être dans la question de comment on doit jouer le pack et qu'est-ce qu'on doit venir rentrer dans le pack au niveau des auras et au niveau des gestions pour faire en sorte que le deck soit stable, et pourquoi du coup on joue pas forcément 3 couleurs. Ça on peut y revenir si vous voulez dès maintenant. Pourquoi on va avoir tendance à faire un splash dans ce deck? Et bien c'est parce que forcément Dogmeat va vouloir faire en sorte qu'on joue pas mal d'auras et d'équipements, et typiquement on va vouloir jouer des auras peu chères et qui vont vraiment avoir un impact très tôt dans la partie. Pour ça, les meilleures auras, en fait, tout simplement, ça va se retrouver être les nombreuses auras de gestion qu'on peut avoir, notamment en bleu. Je pense à, du coup, Chain to the Rock, Unseen Ice, Swift Reconfiguration et Ossification. Et là, tout de suite, je pense que vous remarquez le problème de ces enchantements aura, c'est que je les joue déjà, je les avais déjà présentés dans la liste Kemba, mais on demande des landes neigeux, ou même des landes basiques, ou même des montagnes. Et du coup, on a besoin de contrôler le type de land qu'on doit aller chercher. Et le problème, c'est que dans des listes tricolores, on veut jouer assez peu de basiques, et du coup, en jouant assez peu de basiques, on a assez peu de typage de terrain. Du coup, la decklist va vouloir trouver des basiques, ça va être obligatoire si on veut pouvoir jouer on-curve assez facilement nos gestions que justement Kanigu va trouver. Et pour ça, on va venir jouer quand même pas mal de basiques, ce qui demande, et notamment des plaines, parce que le jeu est quand même très orienté blanc. Ça, c'est sûrement mon côté, j'aime trop les créatures blanches, mais en tout cas, pour moi, dans ce jeu-là, il faut jouer quand même une certaine base de basiques. Ça va avoir deux intérêts. Ça va avoir l'intérêt de déjà faire en sorte qu'on ne souffre pas trop de cartes comme Blood Moon ou Magus of the Moon. D'ailleurs qu'on pourrait jouer, mais où j'ai pris le parti de me dire que souvent ça ment pas le plus que ça ne m'aide. Mais voilà. Et notamment parce qu'en plus, vu qu'on est passé sur une version Boros, on va le voir après, mais on a beaucoup cut au niveau des elfes à mana. Ça, je vais expliquer la raison de pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'il faut forcément jouer une part importante de basique pour pouvoir jouer ces enchantements aura là. Et du coup, qui dit jouer une part importante de basique dit je veux éviter d'avoir 3 couleurs à jouer on curve avec beaucoup de mana colorés différents. Et je préfère me concentrer sur 2 couleurs. Et voilà. Alors pourquoi, vous me direz, je joue principalement Boros et j'ai quand même plus de forêts. Tout simplement parce que l'autre contrepartie, c'est que les forêts, et ben ça va m'apporter aussi mes deux autres enchantements qui sont un peu les accélérations de mana, notamment Utopia Sprawl, qui a besoin d'une forêt. Donc je vais quand même avoir ce côté un peu forêt qui va rester. Donc ça qui reste des enchantements qu'on va jouer, qui vont être mieux que les elfes à mana puisqu'on les récupère sur Kanigu. Donc même si c'est des accélérations, que c'est pas toujours ce qu'on cherche sur Kanigu, ça nous permet toujours de faire de la draw de cartes sur Kanigu. Donc cela, on va forcément les jouer. Et l'autre raison aussi pour le splash, c'est pour me permettre aussi de jouer Urza Saga, puisque je trouve que si on joue un tricolore pur, jouer des cartes qui font de l'incolore, même Urza Saga que moi j'adore, c'est très très compliqué. Là, je me permets quand même de le faire. Je sais même pas si au final je vais finir par peut-être par le cutter, mais c'est vrai qu'on a quand même de très très bonnes cibles, on va le voir plus tard, à Urza Saga dans le paquet, et du coup ça embête un peu de ne pas pouvoir jouer cette Urza Saga. Donc du coup, elle reste pour l'instant dans le paquet. On va revenir du coup tout de suite sur ce qui fait que le paquet a pris un gros up pour moi dans MH3. Donc toutes les cartes un peu qu'on a pu ajouter dans MH3.
et la manière du coup dont j'ai décidé un peu de tourner le paquet pour coller un peu à ces cartes MH3. Donc déjà on va avoir Adjani, donc Adjani qu'on connaît, qui permet tout simplement, qui a un très bon tour 2, qui fait une 1-2 avec une 2-1, et qui en plus s'il a 2-1 meurt, typiquement on y pense, mais forcément la decklist a des choses comme Pince-Crâne, donc on peut tuer la 2-1 avec Pince-Crâne, on peut retourner Adjani en Planeswalker, et là on fait des 2-1 à l'infini, et en plus on fait au minimum des chocs ou des bolts avec la capacité d'Adjani. Donc si on sait que si Adjani en Planeswalker il reste sur table, tous les tours c'est des anti-bêtes, des gestions, c'est vraiment très très fort. Et typiquement on le voit là déjà, l'axe c'est que pour jouer Adjani, il nous faut des permanents rouges, d'où le fait de rentrer beaucoup plus dans une dynamique de on va jouer Boros. Ça c'est un des premiers arguments. Ensuite on va avoir Felia. Donc Felia, très bonne carte, on en parlait, il y en a même qui le jouent en commandant. Et déjà rien que Felia Dogmeat, vous pouvez voir la synergie, ça nous permet de meule énormément très vite notre cimetière, enfin d'avoir très vite un gros cimetière, et on va voir que ça a vraiment d'intérêt avec les cartes qu'on a rajoutées. Et en plus, dans ce cimetière, on va venir facilement piocher 2 cartes qui vont être des cartes actives, c'est sûr. Donc à partir de là, on va se retrouver vraiment normalement sur une situation où on est devant par rapport à notre adversaire. En plus, on a plein d'autres cibles avec Felia, mais rien que la synergie Felia Dogmeat, ça vaut le coup de jouer Felia dans ce pack. Autre ajout des MH3, alors on va le voir, on a le Tarmogoyf, mais le Tarmogoyf, pourquoi qui est revenu dans la liste? Et bien tout simplement parce qu'on a Pyrogoyf. Et Pyrogoyf qui est une des créatures, franchement, que je préfère de MH3. J'en ai acheté d'ailleurs plusieurs parce que moi j'étais sûr que Pyrogoyf ça allait être vraiment une bonne carte. Je l'aimais déjà beaucoup à l'époque qu'a vu. Là franchement Pyrogoyf, une super carte dans Canigou, tout simplement parce que comme on le disait, Canigou c'est j'arrive, je meule 5. On a énormément, on va le voir, mais de permanents ou de types de permanents différents, ce qui fait qu'on arrive vite à des Pyrogoyf qui sont 4, 5, 5, 6 et qui mettent énormément de pression, qui sont capables d'aller chercher des Sheoldred ou n'importe quelle bête à 4, et ou même d'aller juste face avec des coups en mode je te mets 5 sur Pyrogoyf, Felia, on l'exile, on ramène Pyrogoyf, je te remets 5, enfin on tue très vite l'adversaire rien qu'avec avec ces cartes là, et du coup qui synergisent bien intrinsèquement avec le côté on a un cimetière, on l'alimente, et Pyrogoyf si on a un cimetière c'est génial en soi. D'autres cartes en plus qui viennent alimenter le cimetière, parce qu'avant on ne jouait que Vengevine. Vengevine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la 4-3 célérité élémentale, on joue 2 bêtes et elle revient depuis le cimetière. Donc c'était là une des sources principales de cartes où on était content en fait de jouer Canigou et de meuler, et maintenant on a 2 autres cartes en plus qu'on n'avait pas forcément avant, qui se meulent tout seul et qui reviennent tout seul, qui sont Flage. Et Flage, on connaît son potentiel, comme tous les autres titans, voire même mieux que d'autres titans, parce que Kroxa, on va estimer que c'est peut-être l'un des moins bons titans. Là, on va vraiment avoir un titan très solide qui va faire Lightning Helix en boucle quand il va revenir, qui gagne tout seul contre aggro. Vraiment, la carte est très forte. Et du coup elle va aller toute seule au cimetière, on va suffisamment, rien qu'avec un ou deux coups de Canigou, avec un coup de Canigou plus quelques fetch, on peut directement jouer Flash au T4, c'est très fort. Et pareil pour Détective Phoenix, où en fait on va pouvoir collecter les évidences très facilement, juste en exilant les cartes qu'on aura meulées à côté avec Canigou. Et en plus de ça, ça va avoir une synergie avec Canigou directement, parce qu'on va pouvoir équiper Canigou, qui va du coup directement pouvoir attaquer et en plus générer son Junk Token. Donc une carte qui colle très bien, pareil, avec la synergie de Canigou. Voilà, et enfin, je crois qu'il y en a peut-être d'autres, je verrai, mais au niveau des créatures, Six qui est une super carte de value, franchement, j'adore, qui va nous permettre en fait de rejouer toute notre cimetière, donc un réanimator. En gros, c'est un peu parce que c'est ce qui manquait aussi à la liste, c'est qu'on jouait un peu un pseudo réanimator, parce que vu qu'on alimente le cimetière, réanimer ça paraît être très intéressant, sauf que réanimer dans les couleurs Naya jusqu'à présent c'était pas simple, et là aujourd'hui on trouve des ajouts différents, notamment avec Six qui nous permet d'assurer nos land drops et en plus d'utiliser nos lands pour réanimer n'importe quel permanent, et des permanents on a vraiment quasiment que ça. On va avoir, au final, j'ai remis un peu plus de rituels et de sorcerie aussi qu'avant,
pour être un peu plus proactif et pouvoir réagir à certaines situations. Mais globalement, on a quand même beaucoup de permanents dans la liste et on aura quasiment tout le temps des cibles avec Six. Voilà. Et est-ce qu'on a eu d'autres ajouts? Ocelot Pride. Alors, c'est encore un chat, vous allez dire, il joue que des chats et des chiens. Non, mais c'est juste qu'Ocelot Pride, eh bien, encore une synergie, c'est un bon drop 1 pour moi. Il met beaucoup de pression. On a en plus moyen, en fait, on va le voir, mais on joue des auras, on joue des équipements. Donc, il y a aussi ce côté, on peut venir buff cette carte-là. Et on va pouvoir, du coup, faire en sorte qu'elle passe ses points. Parce que ça peut être la complexité d'Ocelot Pride, ça peut être de placer ses points ensuite, mais là on va faire en sorte qu'elle puisse passer ses points, et surtout, et bien encore une fois, avec les junk tokens, si on équipe Ocelot Pride et qu'on a Canigo sur le board, on génère à la fois des tokens, à la fois des junk tokens, on arrive très vite en fait au City Blessing, et qui dit City Blessing dit je refais des junk tokens, je refais des 1 volantes, et là vraiment on croule sous la value. Donc un T1 blanc qui pour moi vaut vraiment le coup. Voilà pour ça, voilà pour MH3, je crois que c'était à peu près tout pour MH3. Ah non, un petit ajout que j'ai oublié, voilà, qui est intéressant à mentionner, et je trouve que je suis pas encore convaincu de la carte, mais en tout cas la carte elle mérite d'être testée dans la decklist, c'est que c'est l'élan de double, donc qui arrive forcément en jeu engagé, mais ça m'a permis, vous allez voir, j'ai toujours joué 38 landes dans la decklist. Je pense qu'avec les dorks et la value qu'on fait et les cartes qu'on a comme Vren Six, etc. pour récupérer des landes, notamment ou même Six, c'est suffisant de jouer 38 landes. J'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Et du coup, je me suis permis de le cut pour jouer justement ce modal land que, en plus, du coup, je peux venir récupérer sur Canigo. Donc, dans beaucoup de cas, ça va être Canigo qui me récupère un land et j'en suis pas non plus des fois insatisfait parce que c'est important, c'est un deck où on aime bien curver, où on peut avoir des drop 4 importants. En plus, ça m'assure 2 couleurs, donc le land est très intéressant. Le land aussi, j'ai déjà fait des coups, mais j'ai découvert que récemment, mais j'aime bien aussi avec Ant Lightning Tutor qui permet de tuto tout ce qui est nos auras, nos équipements. Et bien, on peut venir tuto notre land maintenant. Ce qu'on pouvait pas faire avant, à part jouer un land artefact, mais qui est monocouleur. Là, on a quand même un land bicolore. Certes, c'est un peu lent, ça nous coûte un land engagé. C'est pas quelque chose qu'on va faire très souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui peut être intéressant. Et en plus, late game, cette carte-là m'a déjà permis de tuer pas mal de fois au final. Parce que c'est facile d'avoir quelques enchantements qui traînent, qui sont nos enchantements de gestion, plus de bêtes, et on a facilement un buff à plus 4 ou plus 5 qui peut venir surprendre et tuer un adversaire s'il n'a pas forcément de bloqueur. Donc pour l'instant la carte c'est très souvent un land, on va pas se le cacher, mais c'est un land qu'on récupère sur Canigo, et pour ça je trouvais que ça valait le coup même pour cette contrainte un peu d'arriver en jeu engagé. Voilà un peu pour les ajouts d'MH3. Donc ces ajouts d'MH3 ils ont, comme je disais, un peu recentré le deck en mode un peu plus Boros. Et notamment aussi ça m'a permis de rejouer Fury et Pyrokinésie, que je ne jouais pas dans ma première decklist et que je pense qu'était une erreur globalement parce que les cartes de base sont déjà trop fortes pour récupérer la tempo, et aujourd'hui en plus surtout avec un commandant qui fait de la value, il nous faut des cartes qui ont des spells gratuits, tout simplement parce qu'au final ces spells gratuits, on va pouvoir les recycler, on va pouvoir réutiliser Canigo pour récupérer des cartes en main, pour refaire de la value, et ça va nous apporter la tempo dont on a besoin pour que le deck fonctionne. Donc à ce niveau-là, j'ai forcément remis Fury et Pyrokinésie par rapport au début. Ce qui du coup change, c'est que on pourrait se dire en fait avec Canigo que ça vaut le coup de jouer des elfes à mana, parce que logiquement on va faire elfe tour 1 dans Canigo T2, ce qui paraît être un plan qu'on voit très souvent dans les commandants A3 qui jouent du vert, sauf qu'en fait c'est potentiellement une assez mauvaise idée, puisque plus je joue le deck, plus je me rends compte que je n'ai pas forcément envie de curver mon commandant. Je m'explique, quand je curve mon commandant, en fait potentiellement ça veut dire que je n'ai rien au cimetière. Et ça veut dire que je vais juste me baser sur les 5 cartes que je vais meuler avec mon commandant pour pouvoir faire de la value avec, alors que potentiellement jouer plein d'autres cartes à côté, ou jouer d'autres cartes qui meulent comme Six, ou rejouer d'abord mon détective Phoenix ou d'autres cartes avant, me permettent d'avoir des tours quasiment, des cartes qui sont peut-être
plus proactive et de garder plutôt mon commandant pour faire de la value plus tard, forcément. Voilà, parce qu'en fait, faire Canigou DLT2, c'est prendre un risque de pas forcément trouver de cartes de value, parce qu'en fait, on va avoir que 5 cartes, là où on aurait pu en voir un peu plus si on avait duré un peu plus dans le temps, si avant on avait pris le temps, par exemple, je sais pas, mais ouais, de faire un autre effet de meule, ou tout simplement, on va le voir, mais on a des enchantements qui se recyclent, et du coup qu'on pourra récupérer, ou même typiquement on s'est fait contrer une de nos gestions, du coup on va pouvoir venir la récupérer. Il y a plein de choses comme ça qui font que Dogmeat, son but Canigou, c'est de faire la value, mais c'est pas la carte la plus agressive et c'est pas le drop 3 le plus important à jouer. On va avoir plein d'autres drop 3 qui vont venir mettre plus de pression. Typiquement, on va avoir Broadside, on va avoir Flash qui va pouvoir générer, on va avoir Renegade si on a joué un fetch avant. On va avoir d'autres drop 3 en tout cas qui vont nous apporter pas mal, même le Venerable. Bon, ça c'est un choix un peu personnel, mais qui est une sorte de carte de réanimation qui va bien marcher avec notre côté célérité et qui va surtout mieux marcher si on le joue avant Canigou, parce que dès qu'on va jouer Canigou, potentiellement on va pouvoir utiliser l'effet du Vénérable et des choses comme ça. Donc en fait, les elfes au final avaient quand même assez peu de value, et j'ai préféré du coup me centrer sur un deck un peu plus aggro avec des créatures un peu plus fortes early. Alors j'ai pas beaucoup de drop 1 qui sont très très puissants, mais on a des drop 1 qui synergisent et qui sont toujours un peu chiants. On en a parlé, déjà d'Oslot Pride, on a parlé, pas besoin de parler je pense d'Esper Sentinel, tout le monde connaît un peu, ça va toujours taxer. On va avoir Mother et Giver qui vont au final nous permettre quand même de défendre pas mal notre board et d'éviter aussi que Dogmeat meure sur tout et n'importe quoi. Grim Lavamancer, parce que tout simplement on va meuler beaucoup de cartes et du coup la capacité de Grim Lavamancer on va très vite pouvoir l'utiliser. Et pareil sur Dragon Raid Shiner où en fait on va vite arriver à une carte qui est une 3-3 vol et qui attaque assez fort quoi en fait. Et surtout sa capacité de surveille quand on va jouer les enchantements aura qui sont assez sympas. Donc en fait pour moi je vais pas être sur des drop 1 qui sont si agressifs que ça, mais sur des drop 1 qui sont vraiment solides et bons. Flamekin, c'est un choix. On verra dans la decklist qu'il n'y a pas le tutor instant en vert. Ça, je pense que ça peut jouer. Pourquoi? Déjà parce que c'est vert et que je voulais avoir un peu plus de cartes rouges. Et Flamekin, en fait, ça va généralement tutor tout ce qu'on veut, c'est-à-dire Solitude, Fury ou Vengevine pour pouvoir le meuler et le rejouer depuis le cimetière et faire des tours assez agressifs. Et l'avantage de Flamekin aussi, c'est qu'on va le voir, on va centrer quand même ce deck aussi sur une part réanimation. Et la part réanimation, ça va être des réanimations à 3 au moins. Donc Flamekin, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, même s'il est au cimetière, le réanimer pour faire notre tutor. Alors que tout ce qui va être instant et rituel, ça va être les cartes généralement les plus faibles dans Canigou. Parce qu'on va pas pouvoir les réutiliser. Ou très difficilement. Voilà. Une des absences que j'avais avant et qui n'est pas dans le deck, c'est la carte qui permettait pour 2 verts et un incolore de récupérer n'importe quelle carte dans le cimetière, qui paraît être une bonne carte aussi de value dans ce deck, sauf qu'au final elle est 2-1, donc des stats assez faibles, et en plus elle coûte 2 verts. Et en fait j'ai vraiment voulu cut tout ce qui coûte 2 verts, sauf Vengevine bien évidemment, mais parce qu'il est censé être plutôt au cimetière. Et cette carte de 1 de toute façon maintenant, pour moi 6 est juste strictement au-dessus, et du coup je préférais jouer 6 et cut... j'ai choisi que c'était le même slot en quelque sorte. Mais voilà, c'est une carte qui restait assez décente avant, qui permettait de retourner n'importe quel type de carte, et vu qu'on meule beaucoup, ça reste intéressant. Mais pour moi, 6, même si ça coûte un land, va permettre de faire quasiment la même chose. Voilà un peu pour les créatures, on a vu. Alors non, on n'a pas vu aussi, donc j'avais pas parlé de ce tour 1, mais on va avoir cette tour 1 tout simplement parce que c'est une créature équipement. Et du coup on va pouvoir venir la chercher sur Canigou. En plus d'avoir le côté, on va pouvoir buffer, donner la célérité. La célérité qui va être très agréable sur cette carte, ou sur différentes cartes comme Six aussi, même voire Flash. Donc vraiment la célérité qui a pas mal de value dans le deck. Et on va avoir aussi Lion Sash, qui permet justement d'exiler le cimetière et qui est un équipement. Et du coup qu'on va pouvoir tutor facilement sur Dogmeat. Et Stoneforge Mystique, parce que vu qu'on va jouer beaucoup d'équipements, forcément Stoneforge Mystique a une vraie plus-value dans ce deck là.
Le reste, on joue des cartes assez classiques, Broadside, Skyclave pour la gestion, Renegade qui permet de réanimer, et on voit que la decklist, juste, elle a assez peu dans les créatures de Tex Initiative. Ça, c'est un choix personnel, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que des cartes comme Pyrogoyf ou Serra Paragon, notamment dans cette decklist, sont moins risquées, personnellement, que Tex Initiative, qui est une très bonne mécanique, excellente, mais qui peut facilement se retrouver à être perdue ou quoi. Et du coup, j'ai préféré ne prendre le parti d'assez peu jouer cette mécanique et de ne jouer que ce qui pour moi est la meilleure carte dans cette optique, c'est-à-dire White Plume Adventurer. Voilà. On n'a pas parlé des Planeswalkers, mais c'est très évident. Wrenn and Six, bah, tout simplement parce que vu qu'on meule, il va nous permettre d'aller chercher énormément de terrain et en plus il peut gérer facilement les petites bêtes early qui nous posent problème. Et Minsc and Boo, bah, parce que c'est Minsc and Boo quoi. Vous jouez du Gruul, vous êtes obligé de jouer Minsc and Boo, il n'y a vraiment pas vraiment de débat là-dessus. La carte est trop forte et l'autre jour j'ai réussi typiquement à la jouer à mon opposant 3 fois. Grâce notamment à nos différents petits spells de réanimation. Voilà, donc on en parlait un peu les spells de réanimation. Et ben ça va se concentrer sur principalement des spells de réanimation de permanents ou de créatures à 3 ou moins. Donc on va avoir Helping Hand, typiquement le Unearth blanc en fait, tout simplement. Sevin's Reclamations, parce qu'en fait on peut très bien la meuler sur Canigou et quand même s'en servir plus tard pour 5 et ramener facilement des permanents à 3 ou moins, même Canigou lui-même, pour continuer de refaire la value. On a énormément de permanents à 3 ou moins de toute façon. Cosmic Rebirth, qui permet notamment de récupérer des 3 ou moins, mais même aussi autre chose. C'est comme ça notamment que j'avais récupéré Minsc and Boo pour pouvoir le rejouer. Ou même Paragon de Serra pour pouvoir rejouer Minsc and Boo. Noxious Revival, qui va être le même effet que la carte dont je parlais tout à l'heure, qui est la 2-1 en créature. Sauf que j'ai préféré Noxious Revival, encore une fois, parce que je trouve que c'est un gain de tempo Noxious Revival. Ça ne coûte que 2 PV, on peut s'en servir un peu comme on veut, on peut s'en servir vraiment au moment où on le veut, parce que c'est en instant, alors que la créature, on doit essayer d'anticiper ce que fait l'adversaire. Et l'autre avantage de Noxious Revival, c'est que c'est très fort contre les decks qui essayent de réanimer eux-mêmes, parce qu'on peut cibler les cartes que notre repos essaye de réanimer. Et ça peut être fort dans deux solutions, c'est que vu qu'on joue un jeu qui meule beaucoup et qui est à moitié réanimateur, mais qui est moins fort que du réanimateur avec du noir, on peut avoir des adversaires qui essayent de récupérer nos propres cartes sur la réanimation. Et typiquement, Noxious Revival permet de dire, bah, ton sort de réanimation, en fait, ça va devenir ma prochaine pioche. Et c'est vraiment très très fort là-dessus, pour le coup. Ou même pour bloquer des stratégies classiques réanimation. Sinon, on est sur des sorts assez classiques, Lightning Helix, soit tout plus cher pour la gestion, Lightning Bolt, parce que voilà, c'est Lightning Bolt. Éphéméré, parce qu'on a énormément de TB, et c'est juste très très fort sur Canigou de base, pour alimenter énormément de cimetières et récupérer beaucoup en value. Lightning Tutor, parce qu'on joue un jeu avec principalement des enchantements et des équipements pyrokinésie, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau des artefacts, et c'est là où on en a beaucoup, eh bien on va avoir des choses assez différentes. On va avoir juste un seul qui n'est pas un équipement, ça va être Bursting Pod, tout simplement parce que je ne jouais pas Bursting Pod avant, j'avais très centré 3 ou moins, et j'avais un peu cut tout ce qui était 4 ou plus, et en plus j'avais pas forcément Fury, mais là voilà, ce qui m'a fait remettre Bursting Pod en fait, c'est tout simplement Pyrogoyf et Fury. C'est vraiment les cartes, et même éventuellement Flash, mais c'est vraiment le trio de cartes qui m'a fait remettre Bursting Pod pour avoir des gestions dans le spot, et notamment même juste pour pouvoir faire Canigou, il fait sa value, je sacrifie Pyrogoyf. Voilà, donc ça m'a tourné vers Bursting Pod qui reste quand même très très bon, mais on n'a pas les combos qu'on avait avec Bursting Pod. On pourrait venir essayer de vouloir jouer combo avec Bursting Pod notamment. Comme je disais, il y a toujours les combos Nanaya qui existent. J'avais essayé une version, je vous le dis, avec la combo Kiki-Jiki, Karmic et Felidar, mais ça fait rentrer quand même beaucoup de cartes qui sont pas très très fortes en soi. La meilleure carte avait été Karmic Guide, qui permettait de réanimer pas mal de choses quand même, et ça c'était intéressant, Karmic Guide. Mais le reste, c'est que Felidar et Kiki-Jiki, c'était souvent des cartes qui collent à la main et qui font pas grand chose quand même. Et je pense que la decklist a pas trop envie de ça.
pour le coup, et qu'en fait on arrive très bien à tuer sans combo. Et après, moi, c'est aussi un parti pris que j'ai choisi, et qui est de plus en plus un des partis pris qui est pris. Même on le voit dans les decklists Fonge-Pied et Squee ou autre, parce que le format reste très rapide, et les combos, souvent, généralement, faut les monter, quoi. Et comme on dit, les combos créatures, des fois c'est très fort, et des fois c'est facile à anticiper. Je pense que si on veut vraiment jouer combo, de toute façon, la meilleure liste reste Minsc & Boo. Voilà en tout cas pour Bursting Pod. Et ensuite, on a des équipements. Donc, la base d'équipement, en fait, qu'on le disait, qui va être très forte sur Urzasaga, la Vaspur's Boots, que je conseille vraiment si on joue Urzasaga, parce que c'est vraiment ultra inattendu et très très fort de faire construct la Vaspur's Boots. Et mes constructs ont la célérité et faire des grosses phases d'attaque. Shadow Spear, qui permet juste, voilà, qui gagne plus un Trumble et infini, enfin, qui est l'équipement par excellence à 1. Skull Lamp, évident également. Et dans les équipements un peu moins évidents, on va avoir Citizen Crowbar. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va générer du board directement. Donc, on va avoir Canigo qui va nous permettre de générer du board. Ça va avoir un côté casse enchante qui va aller au cimetière parce que c'est lui qu'on va sacrifier. Et du coup, potentiellement, qu'on pourra récupérer plus tard sur Canigo. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la carte. Et on a d'autres synergies, typiquement maintenant avec Felia qui permet juste de blink pour régénérer du board. Et ça reste des trucs très intéressants aussi. Hunter's Bow, qui est un équipement qui va directement faire une phase de combat. Et rien que pour ça, et en plus le côté Rich Edward 2, franchement, j'avais pas trop de solutions au vol, et je trouve que ça apporte pas mal de solutions au vol, ça c'est vraiment pas mal. Et surtout, juste pouvoir déclencher une phase de combat, ça s'équipe pour pas très cher. Et ça permet en fait d'avoir aussi un anti-bet sur Stoneforge Mystic, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On va avoir aussi Pre-War for Malware, donc là qui est tout simplement notre meilleur sort de réanimation en tant qu'équipement. Voilà, et en plus il se récupère sur notre commandant, donc juste parfait. C'est vraiment la carte qu'on veut voir. C'est la carte qui nous permet, on alimente le cimetière, ok, on a un sort de réanimateur, prochain tour de toute façon, et on a forcément quelque chose à faire avec normalement l'équipement plus le sort de réanimation. Au pire, si Canigo est gigant, on pourra juste régénérer Canigo et refaire de la value. Vraiment très très fort. Pareil, cette carte maintenant très très forte aussi avec la combo avec Felia pour continuer de tout le temps régénérer. Et un petit truc en plus, et c'est aussi pour ça, là je l'ai fait avec Vénérable. Avec Vénérable, du coup, vous avez une 5-5 Vigilance Trample qui, si elle met 5, vous permet de réanimer gratuitement les Furies et Solitude. Donc vous faites un Pitch Fury, vous avez Vénérable qui est réanimé par Pre-War for Malware, il attaque, vous réanimez votre Fury. Et ça, ce sont des trucs, ça met, voilà, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça met l'adversaire dans l'espace. Et Ambercleave, que je jouais pas avant parce que j'avais plutôt fait version Celestia, et je pense que c'était une grossière erreur aussi. Ambercleave, que je me disais, on est sur un deck qui attaque quand même assez peu, on n'est pas sur Yoshimaru, mais rien qu'avec Stoneforge, Ambercleave c'est très très fort, et on attaque juste avec 2-3 créatures, ça coûte plus que 3 en flash, et ça tue très très vite. Et en plus, au pire, si c'est trop cher au moment, pourquoi on l'a rejoué, c'est tout simplement aussi parce que, et ces équipements là aussi, on voulait un maximum de blanc et de rouge, et au pire ça peut faire des pitch pyro, ça peut faire des pitch fury, ça veut dire que le commandant nous apporte des armes dans nos cartes gratuites, et ça c'est toujours bénéf. Voilà, on a aussi les enchantements, du coup on en a déjà un peu parlé. On va avoir les ensembles de gestion blanc, Chain to the Rock, Ossification, Unseen Ice, Swift Reconfiguration, même Elliot Punishment. Très spécifique à la decklist, je ne le conseille pas de jouer ailleurs, mais ici on a un enchantement qui va finir par se remove, qu'on va pouvoir récupérer sur Canigo, et qui fait quand même sur une créature quasiment parallax wave. Globalement, on bloque une créature. Et les effets de bloc quand même en duel commander, en mode t'as plus accès à ton commandant il fait plus rien, ça vaut vraiment le coup. Alors on pourrait dire pourquoi pas jouer la 1-1 aussi avec indestructible. Pour le côté c'est une 1-1 indestructible, et ça nous empêche potentiellement de mettre des points. Certes, elle perd ses capacités, mais vu qu'on n'a pas une decklist qui est spécifiquement volante, cette 1 indestructible qui va être capable de générer tout, et surtout dans les synergies sacrifice, on peut quand même venir la sacrifier, on peut quand même venir faire des trucs avec, alors que là vraiment la carte, elle a plus rien, elle a juste des compteurs, elle a 4 compteurs task, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle en français. Elle a pas de capacité, elle peut rien faire,
Ça reste une créature, bien évidemment, mais voilà. En tout cas, euh, 4 compteurs, c'est vraiment le bout du monde en DC. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est juste moins bien que cette 1 indestructible. Je pense pas, parce que de ce que j'ai vu, c'est vraiment 4 compteurs, c'est long, et en attendant, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de choses qui nous gênent, et du coup, on peut continuer, nous, d'être proactifs et d'agresser notre adversaire. Les enchantements aura pour les landes, classique, je pense qu'il n'y a pas trop à en discuter. Et un petit nouveau que je teste, et notamment parce que je voulais re-rentrer des cartes Boros. Et pour l'instant, je trouvais ça intéressant. J'avais mis encore sinon un truc similaire dans ma version d'avant en vert à Hunter's Bow qui me permet de faire des phases d'attaque. Je me suis rendu compte que trop jouer ce genre de truc de phase d'attaque, c'était pas si bien. Parce que le problème, c'est que les phases d'attaque, on peut facilement se faire gérer notre bête en réponse. Et là, on se retrouve à avoir quasiment rien fait du tour. Donc c'est un enchantement aura qui faisait une phase d'attaque quand il arrivait. Trop dangereux, globalement trop dangereux. Là au pire, on a toujours l'équipement. Ok, on a perdu la bête, mais on a toujours l'équipement. On peut toujours avoir une bête qu'on peut protéger en mettant la ward 2 et reach pour 1 mana. C'est pas non plus déconnant. Et surtout, on sera capable de reblink l'effet sur différentes parties. Euh, et voilà, et donc du coup je suis plutôt reparti sur une carte rouge. Je voulais quand même garder mon nombre d'enchantements et équipements, parce qu'il faut savoir que dans la decklist on a 18 cibles. Actuellement c'est ce que j'ai trouvé de meilleur en termes de contrepartie pour pouvoir jouer le deck et être quasiment sûr de toucher. C'est de jouer dans les 18 cibles. Et cette carte là qui est en fait pas très utile en tant que telle, mais juste vous avez, je draw une carte quoi. Vous avez je draw une carte, je la mets au cimetière, et mon commandant il va me redonner une carte qui au moins me draw une carte. C'est un minimum, ça se défausse tout seul, ça va permettre de faire de la value directement sur Canigou, sans outre mesure, sans avoir besoin de la meule ou quoi. Et rien que pour ça, c'est intéressant. Et je me suis rendu compte que quand même, le trample et la haste, surtout la haste, ça devenait des fois très intéressant. Rien que pour générer des junk tokens, parce que vous avez toujours la phase d'attaque. Il faut pas. C'est moins important sur Canigou, cette deuxième ligne de générer des junk tokens. Mais dans le late game, ça peut vraiment servir. Et générer des phases d'attaque sur Vénérable Warsinger, ça ramène des bêtes de nulle part. Sur Six, ça vous fait de la value. Il y a plein de bêtes même sur Flash ou même sur Felia. Ça vous fait toujours générer pas mal de value. Et en plus, au pire, on a cette petite carte rouge, toujours une fois qui peut servir de pitch. Et après, survie du plus apte, qui est certainement le meilleur tutor. Donc on s'en passera pas. En plus, c'est un tutor qui est permanent. C'est aussi l'intérêt, c'est qu'on j'ai mis que des tutors permanents. Et les tutors permanents, c'est quoi l'intérêt? C'est que on peut les réanimer sur Sévin, sur Cosmic Rebirth et sur Renegade Rider. Donc survie du plus apte peut être réanimé de cette manière-là. Et ça fait toute la différence par rapport au tutor instant qu'on pourrait avoir dans les couleurs. Et puis Wave, j'ai pas besoin d'en parler, la meilleure gestion du monde. Et on arrive du coup au niveau des terrains, où j'ai pas grand chose à dire. On est sur une base principalement blanche, on le voit 47%, avec du rouge et du vert quasiment équivalent. Je dirais quand même qu'il y a un peu plus de rouge, notamment dans les bases, mais on voit que le rouge et le vert sont assez équivalents. J'ai quand même plus accentué les symboles de rouge que les symboles de vert, avec une base assez blanche. Voilà. C'est vrai qu'à la représentation, ça fait pas trop je splash le vert, mais en fait, on peut voir que des cartes purement vertes, il n'y en a pas énormément dans la decklist. Il y a beaucoup plus de cartes rouges ou blanches, et après, il y a des cartes rouges-vertes, donc qui font l'équivalent du rouge. Voilà pour les terrains, pas grand chose à dire sur les terrains, Boseiju et Ganjo. Si on peut parler quand même que les surveillants, pareil, très bien. Moi j'en joue que deux, j'ai choisi de jouer les verts, notamment parce qu'ils vont synergiser avec Utopia Sprawl, vu qu'ils sont forêts. Donc je ne joue pas le Boros, parce que je trouve que 3 c'est quand même beaucoup, mais ça c'est discutable, et c'est carrément entendable de vouloir jouer les 3, puisque les surveillants nous permettent typiquement d'envoyer les enchantements aura ou équipements au cimetière, ou même les cartes qui sont censées être au cimetière de base, comme Vengevine ou Détective, directement dedans, et du coup de générer intrinsèquement de la value, parce qu'on va piocher une nouvelle carte, et Canigou va venir nous récupérer au moins cette carte. Voilà pour ça. Je vais pas, pour cette decklist en tout cas, m'acharner ou quoi sur les match-up. Globalement, je vous dis, j'ai fait
Ça fait pas longtemps que je joue la decklist dans cet état-là. J'avais déjà fait un peu l'état des lieux de ce que j'avais pu faire en tournoi. Mais le ressenti est vraiment très très bon de ce que je peux faire un peu en test, notamment dans mon association ou même sur Spelltable en ligne. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Donc j'ai pas forcément un gros a priori ou une grosse base de données comme je pouvais l'avoir sur Kemba où j'avais beaucoup joué le deck en compétitif cette année sur les différents match-ups. Mais ça a l'air vraiment de tenir un peu la route sur l'ensemble en tout cas parce que le deck a vraiment beaucoup d'armes. Des fois, ce qui peut être un peu difficile, je dirais, c'est sûrement plus les decks combos parce qu'on interagit beaucoup avec l'adversaire mais pendant notre tour du fait qu'on joue beaucoup de permanents, beaucoup moins d'instant. C'est aussi pour ça que j'ai voulu quand même rajouter Lightning, Pyrokinesis, Lightning Bolt, enfin tous les éphémères que je jouais pas forcément avant. Mais forcément, j'ai dû centrer mes gestions et mes interactions plutôt en enchantement aura pour coller avec l'esprit du deck. Ce qui du coup fait que parfois on peut se retrouver dans des situations où on a du mal à gérer d'éventuels combos ou d'éventuels comment dire poliment je pars très vite ou je fais n'importe quoi. Heureusement bon, on a toujours des armes comme Solitude et donc quelques éphémères. Voilà. Mais c'est souvent les situations qui peuvent être difficiles. Sinon, globalement, si on arrive un peu au top deck, le deck est vraiment fait pour gagner en termes de value par rapport à plein d'autres decks midrange qu'on peut voir dans le format. Type Croxa, même sûrement Felia de ce que j'ai pu tester. Même un peu midrange type Margesa, Fonge-Pied-Escouille, etc. Voilà pour cette decklist. J'espère que ça vous aura plu. C'était voilà la petite decklist de l'été. J'avais envie de changer un peu de mes vidéos de commentary. Donc je vous remettrai le lien dans la description de mon chien à moi, en espérant que ça vous plaise et que vous preniez peut-être le temps éventuellement si ça vous tente et si vous aimez bien les chiens qui sont pas mal présents en ce moment dans le format, de tester Canigo et de me dire votre ressenti sur le pack. Bonne fin de journée à tous, merci de m'avoir écouté, salut.